Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une romancière qui écrit aussi bien pour les petits que pour les grands et qui porte un nom illustre, Anne Goscinny, la fille du célèbre dessinateur dont elle s'occupe des droits, bien sûr. Anne Goscinny, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir de nouveau sur KTO, puisque vous étiez ici il y a 8 ans. Il y a 9 ans, en 2015, oui, ça passe. Oui, on est en passe. 2024 maintenant. Il y a 9 ans, en 2015. Donc merci de votre retour. Dans Lumière intérieure, cette fois, pour évoquer tout d'abord des ouvrages, puisque je le disais, vous écrivez aussi bien pour les petits, littérature jeunesse, et pour les grands. Et vous avez d'ailleurs une série à nous présenter, notamment les derniers tomes, le tome 7 et 8 du Monde de Lucrèce, et puis également un roman, Romance, aux éditions Grasset. Le Monde de Lucrèce, c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. On commence par quoi? Il y a tellement d'actualités littéraires, de mots. Peut-être par romance. Par romance. Une femme de mots avec un papa qui était dans le dessin. Qui était scénariste. Oui, Romance, c'est paru en mai 2022. Et c'est une histoire qui me tenait vraiment à cœur. C'est l'histoire d'une femme qui ne sait pas très bien où elle va dans sa vie. Avec son mari, ça ne va plus très bien. Elle vieillit, elle ne se retrouve pas. Elle tente 1000 thérapies. Ça va du yoga en passant par la voyance. Elle n'y arrive pas. Et puis un beau jour, elle réalise qu'il faut qu'elle déménage. Et là, elle va se retrouver dans un appartement situé dans une maison. Et dans cet appartement, elle va reconnaître des objets, des meubles qui ont peuplé son enfance. Et le lecteur se demande pas tout le temps où on est, mais quand on est. Et j'aime perdre mon lecteur. Et elle rencontre une petite romance, notamment, le titre du livre. Elle se rencontre elle-même. Voilà, elle rencontre une petite fille qui lui ressemble. Et on comprend au fil du récit qu'en réalité, elle s'est rencontrée, elle, enfant. Et romance, en fait, ça peut être un mot valise de roman et d'enfance. Et voilà, j'ai adoré écrire ce livre. Est-ce que c'est votre roman le plus abouti, selon vous ? Je crois que... C'est votre 8e roman. Oui, je crois qu'à l'instant où je les termine, je peux toujours dire qu'ils sont le plus abouti de la série. Et puis quand j'en commence un autre, mon opinion change. Mais moi, j'aurais voulu changer des choses bien encore après la parution. On n'est jamais satisfait quand on fait ce métier, heureusement d'ailleurs. Oui, mais une fois que l'œuvre est écrite... une fois que l'œuvre est parue, voilà. Elle vous appartient complètement. Exactement. Elle appartient au public. C'est vrai que tous vos romans, donc le 8e, sont tous imprégnés fortement de votre histoire. Ont tous des relents autobiographiques. C'est le cas de Romance aussi. C'est le cas de Romance, non. On voit apparaître le prénom Simon. Oui. Simon, c'est aussi le prénom de l'un de vos enfants. Oui, absolument. Alors, ce qui n'est pas du tout autobiographique, c'est que ça va très bien avec mon mari. J'ai juste imaginé cette histoire parce que je voulais que cette femme qui s'appelle Jeanne puisse partir, qu'elle ait une raison de partir. Or, quand tout va très bien, on n'a aucune raison de se demander pourquoi ça ne va pas. Voilà. Donc j'ai imaginé cette histoire. Après, l'histoire est assez autobiographique, puisque la petite Romance s'entiche d'un médecin qui lui a sauvé la vie, et elle va construire sa féminité sur ce lien avec ce médecin qui doit avoir 40 ans de plus qu'elle, ou 50 ans de plus qu'elle. Donc il n'y a aucune ambiguïté, c'est pas du tout une histoire graveleuse, absolument pas. C'est une histoire d'amour à sens unique, une histoire obsessionnelle, une histoire qui va façonner cette petite fille pour devenir cette femme que vous avez devant vous. Voilà, vous le dites, ça c'est en référence effectivement avec une histoire que vous avez vécue, une maladie que vous avez traversée. Oui, je suis née avec une grave malformation rénale et la maladie s'est révélée en 1978, c'est-à-dire 11 mois après la mort de mon père. Et puis j'ai été opérée en urgence et puis elle s'est à nouveau réveillée en 2019 quand j'ai eu 51 ans.
exactement à l'âge où mes parents sont morts. Mes parents sont morts tous les deux à 51 ans. Et moi, à 51 ans, j'ai à nouveau eu un problème très grave de rein. Donc, est-ce que tout vous avez est réussi écrit? à expliquer? Non, je me suis surtout beaucoup battue pour en sortir, ce qui n'était pas gagné. Ça a eu lieu la veille du jour où mon fils Simon a passé le bac philo. Donc ça a été un vrai choc. Et je pense sincèrement que je ne suis plus la même après cette histoire que je l'étais avant, quoi. Je suis une autre. Je suis une sorte de rescapée. Rescapée de cet âge, 51 ans, qui chez nous équivaut quand même à une mort brutale. Est-ce que vous le redoutiez, cet âge? Ah oui, c'était... Ça a toujours été Ah oui, une espèce ah oui, de frontière que vous oui, aviez. c'était un cauchemar. Mm. Et bon, j'en suis sortie, mais sortie très transformée, très différente. Peut-être pas fondamentalement différente, je ne sais pas. Parce que cette maladie rénale que vous avez vécue à ce moment-là, il n'y a pas de hasard. Non, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Vous pensiez y réchapper? Ou vous avez eu quand même un doute à ce moment-là? Ah non, il y a eu 3 jours où j'ai été entre la vie et la mort pendant 3 jours quand même. Donc il a fallu que les petits moments où j'étais consciente, que je m'adresse à mes parents en leur disant que j'avais encore des choses à faire ici, et notamment 2 enfants qui étaient... Mon fils avait 18 ans, ma fille 16 ans, donc c'était beaucoup trop tôt pour les laisser. Et je les ai vraiment, je me revois dans un scanner notamment, les suppliant d'intercéder auprès de je ne sais pas qui, mais d'intercéder, le mot était prononcé, pour que je vive encore. Mais Vous apparemment, avez été exaucée? J'ai été entendue. Et j'ai vécu très différemment. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai savouré chaque matin. Je savoure chaque matin. Ça continue à être le cas. Ah oui, oui, bien sûr. Je crois que ce sera le cas jusqu'à la fin. Je me suis vraiment vue mourir. Vraiment. Et quelques semaines, quelques mois plus tôt, en février, j'ai eu un très très grave accident de ski où j'ai eu les 5 vertèbres lombaires fracturées. Donc ça rôdait. J'ai vraiment le sentiment que la mort rôdait, parce que les pompiers m'ont dit c'est très grave cet accident. Bon, j'aurais pu être paralysée, j'aurais pu mourir. Donc j'avais vraiment l'impression que c'était pas très loin. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est très loin et que j'ai la vie devant moi, à 55 ans. Et ça c'est arrivé assez rapidement, après ces nouveaux traumas de cette 51e année? Je pense que j'ai mis 3-4 mois à me relever définitivement, à me relever, parce que j'ai eu des sondes, etc. C'était compliqué. Mais une fois que je me suis relevée, je me suis dit que j'allais désormais croquer la vie dès que j'en aurais l'occasion. C'est-à-dire, en fait, tous les matins. Par volonté ou par volonté d'abord. Par transformation Non, profonde? par volonté d'abord. Et puis c'est vrai que j'ai eu très, très, très peur. Bizarrement, je n'ai pas eu peur de mourir, j'ai eu peur de ne plus voir mes enfants. C'était pour eux? Oui, c'était pour eux. Là, tout d'un coup, ça m'a paniquée. L'idée de plus les entendre, plus voir leur sourire, plus les embrasser, tout d'un coup, c'était impossible. Est-ce que vous avez réfléchi, enfin j'imagine beaucoup, à ce moment-là, à ces signes, ces coïncidences, ce qu'on appelle ces synchronicités, cet âge, et effectivement tout ce qui vous est arrivé à ce moment-là, ce rappel? J'ai commencé à réfléchir à tout ça quand j'avais 9 ans. Depuis la mort de votre père? Voilà, mon père est mort quand j'avais 9 ans. Et avoir 9 ans en 1977, il faut le rappeler, c'est pas avoir 9 ans en 2024. C'est-à-dire qu'à 9 ans en 1977, on est un enfant, un petit enfant. On n'avait pas à nos dispositions tout ce qu'il y a aujourd'hui, toutes les chaînes de télévision, tous les médias qu'il peut y avoir, les tablettes, les portables. On n'a pas l'accès, on n'a pas cet accès-là. Donc à 9 ans, quand ça arrive, moi je suis obligée de me construire, de me constituer une espèce de mythologie enfantine qui m'explique, c'est-à-dire de moi à moi, qui m'explique que bien mon père, s'il n'est plus là physiquement, il est là autrement. Et de toute façon que la réalité ne s'arrête pas au visible. Et ça, à 9 ans, j'en ai une espèce de surconscience immédiate. Et que de toute façon, il était quelque part, puisque tout l'amour que j'avais pour lui et l'amour qu'il avait pour moi, lui n'a pas disparu. Donc si cet amour, c'est une espèce de syllogisme enfantin, si cet amour n'a pas disparu, forcément c'est bien qu'il est incarné
dans une autre dimension. Il faut, quand on a 9 ans et qu'il arrive un choc, un drame pareil, tout à fait inattendu, puisqu'il est mort d'un infarctus, chez son cardiologue en plus, pendant le check-up de la cinquantaine, les enfants sont obligés, pour se protéger, pour avoir encore une raison de vivre, de s'inventer des histoires. Je crois que c'est là que j'ai commencé à aimer inventer des histoires. Est-ce qu'il y avait déjà en germe aussi l'histoire de la petite Lucrèce, qui est aussi peut-être vous, c'est aussi une petite fille de 9 ans, dans son époque davantage? Oui, Lucrèce, elle a 11 ans, elle est en 6e, elle est un peu plus âgée que je ne l'étais. Un peu plus âgée. En fait, Lucrèce, je m'en rends compte au fil des volumes qui paraissent, m'a servi à me réparer de cette enfance avortée, de cette adolescence qui n'a pas vraiment eu lieu. Et je vis, grâce à Lucrèce, des tas de choses que je n'ai pas pu vivre, puisque ma mère est tombée malade quand j'avais 8 ans, donc 1 an avant la mort de mon père. Et donc j'ai vécu toute mon adolescence avec une mère extrêmement fragile. Alors évidemment, parfois il y avait des rémissions, et puis des rechutes, et puis des rémissions. Elle a quand même été malade pendant 17 ans. Elle est morte quand j'avais 25 ans. Ça a fait 30 ans il y a 3 jours. Et forcément, on ne vit pas, nous les enfants traumatisés comme ça, on ne vit pas une adolescence comme les autres. On vit une adolescence responsable, consciente. Consciente que chaque jour passé est un jour gagné. Or, l'adolescence est par essence l'âge de l'émancipation, bien sûr, mais aussi un peu de la désinvolture, un peu de la légèreté. Enfin, voilà, moi, j'aurais jamais fugué, j'aurais jamais picolé, je me serais évidemment jamais droguée, j'aurais jamais fait une connerie parce que il fallait que je sois là et vaillante pour ma mère. Donc, c'est une légèreté. Lucrèce m'offre une légèreté à laquelle j'ai pas eu droit. Donc, c'est très important pour moi. Et puis, bien sûr, Lucrèce, c'est beaucoup ma fille Salomé, qui aujourd'hui a 21 ans, depuis 3 jours. Et je l'ai beaucoup observée quand elle rentrait en 6e avec ses copines, etc. Et je trouve que cet âge-là, 11-12 ans, c'est un âge merveilleux parce que les enfants sont encore des enfants, aspirent à devenir des adolescents, donc des futurs adultes, vont tâter dans l'eau glacée de l'âge adulte, poser un pied dans l'eau glacée, puis très très vite se rapatrient sur le sable chaud de l'enfance. C'est un âge merveilleux à observer quand on est romancier. C'est un âge qui est aussi toujours entre 2 périodes, entre 2 aspirations. C'est un âge où on a encore besoin de son doudou pour dormir et on commence à regarder du côté des vernis à ongles, quoi. J'adore cet âge. Vous aviez préféré choisir une petite fille, enfin une fillette, plutôt qu'un petit garçon. C'est pas le petit Nicolas. Non, c'est pas le petit Nicolas. Et puis j'ai créé cette série avec la dessinatrice Catel, qui est vraiment une femme qui a un talent fou. Et elle est plus à l'aise avec les femmes. Elle a consacré pas mal de biographies graphiques à des femmes, Benoît de Groot, Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse, la plus célèbre sans doute. Et elle m'a dit, écoute, ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble, mais plutôt une fille. Est-ce que c'est un peu en miroir, justement, de l'œuvre de votre père, en tout cas, cette partie-là? En miroir, je ne crois pas, parce que si je m'imaginais que c'est en miroir, je poserais la plume tout de suite. C'était un tel géant, c'était un tel génie, qu'il ne faut surtout pas que je me compare. Voilà. En revanche, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, je connais son œuvre par cœur. Et il y a forcément un lien de parenté entre Nicolas et Lucrèce. Oui, c'est ça. Forcément, puisque Lucrèce est ma créature, Nicolas est la sienne, je suis sa fille, donc il y a une histoire de cousinage, sans doute. Oui, quand même. Oui. Pourquoi Lucrèce? Pourquoi ce prénom-là? Parce que quand j'étais enceinte de Salomé, mon mari, qui est un original merveilleux, m'a dit « J'ai une idée, on va l'appeler Lucrèce ». Je lui ai dit « Mais c'était pas un peu fou, ça, jamais de la vie, enfin Lucrèce ». Et il était tellement déçu, je lui ai dit « Mais je te promets, un jour, je t'en ferai une ». La voilà. Donc quand Catel m'a dit comment on l'appelle, tout de suite, j'ai dit « Lucrèce ». Et c'est étonnant parce que, en fait, à l'inverse du petit Nicolas,
Nicolas a un prénom assez classique et tous ses copains ont des prénoms complètement loufoques. Agnan, Eudes, Geoffroy, Rufus, Clotaire, Alceste. Moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que mon personnage principal a un prénom qu'on ne trouve pas, quasiment. Il m'arrive parfois d'en croiser, mais c'est très, très, très rare. En revanche, tous les copains ont des prénoms très classiques, ce qui vient accentuer l'originalité de son prénom à elle. Toujours quand même le contrepoint un peu avec l'œuvre de votre père spécifiquement là-dessus, hein, sur Petit Nicolas. Là, le mot de miroir peut avoir une résonance, oui. Merci beaucoup. On va continuer à parler de vous, de votre père, de votre mère et de bien d'autres choses dans la deuxième partie de cette émission. C'est la partie durant laquelle je m'éclipse, comme je dis. Je vous laisse seul devant un écran et 4 mots que je vous propose et puis on continue à discuter. Très bien. À tout de suite. Merci. Anne Goscinny, deuxième partie de cette émission. Comment vous sentez-vous? Très bien. Après un quart d'heure. Très bien. Alors, je vous propose mes mots. Voici le premier qui résonne, puisque nous en avons parlé déjà de ce mot. C'est le mot absence. Absence, c'est un drôle de mot, puisqu'effectivement, le jour où mon père est parti, ce samedi 5 novembre 1977, j'ai dû apprendre à apprivoiser son absence. Et très vite, cette absence a été assez abstraite. Je crois que c'était dû au fait qu'il était extrêmement connu, qui avait son nom dans toutes les librairies, qui a eu son nom dans beaucoup de journaux, dans tous les journaux, que sa mort a fait la une des journaux télévisés, qu'il y a eu beaucoup d'émissions qui lui ont été consacrées, beaucoup d'hommages lui ont été consacrés aussi. Donc c'est une absence-présence, il faut inventer un mot, que j'ai dû plutôt apprivoiser. Il n'est pas parti, il s'est absenté. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. En fait, pour survivre à cette absence, nous, les enfants à qui ce drame arrive, il faut qu'on s'invente quelque chose, qu'on s'invente une espèce d'imagerie, qu'on imagine nos parents passer de l'autre côté, nos parents décédés, qu'on les imagine vivant ailleurs. Et je ne dis pas que c'est le secret pour apprivoiser l'absence, mais de fait, ça a été ce qui m'a sans doute aidée, j'imagine. Aider, sauver? Sauver, probablement, mais en fait, l'absence a plusieurs visages. L'absence, c'est d'abord l'absence de sa silhouette, mais l'absence rime aussi avec silence, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus sa voix, il n'y a plus ses bras, il n'y a plus son rire, et il n'y a plus non plus le rire de ma mère. C'est-à-dire que quand mon père est mort, son rire s'est éteint, mais avec lui s'est éteint aussi celui de ma mère. Bizarrement, il y a eu 2 absences. Et je ne sais pas si un jour elle est réellement revenue vivre avec moi une fois qu'il est mort, lui. Je n'ai pas peur de dire qu'une grande partie d'elle est morte avec lui. Donc à 9 ans, je me suis retrouvée orpheline d'un père et en mal de ma mère. On peut dire les choses comme ça. Comment survit-on? Vous parliez que vous avez tenté d'apprivoiser cette absence. Moi, d'imaginer vos parents, notamment votre père, mais votre mère aussi, on en parlait tout à l'heure, qui est partie aussi très jeune, ailleurs. Vous les imaginez où et comment? Avec les âges, le lieu de leur résidence change avec l'âge. Enfin, à 9-10 ans, j'imaginais mon père sur un nuage. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours imaginé que le nuage avait des fossettes comme mon père, et j'imaginais mon père faisant rigoler des anges. Et puis en grandissant, tout ça est devenu plus abstrait. J'ai eu sans doute moins besoin de concrétiser cette image-là.
Et mon père est devenu une présence. Alors, vous voyez, je prends le contraire du mot que vous venez de me suggérer. Une présence évidemment invisible, néanmoins toujours là. C'est-à-dire, quand j'écris, bien sûr, il est là. Quand je vais au cinéma et que je vois un film qui aurait pu lui plaire, il est là. Quand je vais à un concert, quand j'écoute de la musique et que ça me bouleverse, il est là. Donc finalement, cette absence qui a été dramatique est devenue une omniprésence avec les années. Ça fait 46 ans qu'il s'est absenté et 46 ans qu'il est de plus en plus avec moi. Et votre mère, qui s'est absentée aussi ma mère, c'est très différent parce quelques années. Ma mère a été très malade, donc je ne l'ai quasiment connue que malade, puisqu'elle a eu son premier cancer quand elle avait 25 ou 26 ans. Moi, j'avais 2 ans, 3 ans, cancer de la thyroïde. Et donc, je ne l'ai jamais connue que malade et je ne l'ai jamais connue que luttant. Donc, c'était une femme en lutte. Et ça, c'est un sacré exemple quand on est une petite fille, parce que voilà, chaque matin, pour elle, était un matin gagné. Et ça, je l'ai reproduit moi plus tard. J'ai tout de suite eu vis-à-vis d'elle, quand mon père est mort, un instinct de protection, presque un instinct maternel. Il fallait que je la protège des gens, de la maladie c'est très abstrait quand on est petit, cette maladie. Les gens, la maladie, il fallait, je m'étais donné une espèce de mission. Voilà, il fallait que je la protège, il fallait que je sois là pour elle, il fallait que je sois là à toutes les chimios, aux séances de rayons, bien souvent. J'ai été avec elle quand elle est allée acheter sa première perruque. Ce sont des images, bizarrement, qui ont l'air sinistres quand on les énonce comme ça à la film, mais en réalité, qui sont des images de vie, puisque il y a toujours la guérison au bout du chemin, quoi. Il y a toujours l'espoir, il y a toujours une rémission dans le viseur. Et elle a survécu longtemps, parce qu'elle est morte début 94, ça vient de faire 30 ans, et c'est une maladie à laquelle on survivait à l'époque pas forcément aussi longtemps. Elle s'est vraiment accrochée. Quand j'ai eu 17 ans, on lui a dit qu'elle ne verrait pas si j'aurais le bac ou pas. Et elle a répondu à son médecin, mais vous croyez que je peux me payer le luxe de laisser ma gamine qui a 17 ans et qui n'a plus personne? Elle a dit non, je ne peux pas mourir, et elle n'est pas morte. Elle a survécu encore 7 ans, ce qui était hallucinant. Enfin, elle a déjoué tous les pronostics, c'était hallucinant. Et ça, c'est un exemple pour moi quotidien, de lutte. De force. Oui, de force, bien sûr. C'était une femme absolument remarquable, d'une beauté incroyable. Elle était solaire, elle avait un charme fou. Quand elle arrivait quelque part, on la regardait, elle était belle, elle avait beaucoup de charme, elle était brillante. Non, c'est un sacré exemple pour moi d'être la fille de ces deux-là. Gilberte Poularo-Milot. Absolument. Votre maman. C'est des traumas tellement grands pour une petite fille que vous étiez à 9 ans, oui. Coup sur coup. Oui. Est-ce que vous vous êtes jamais dit, c'est pas juste, pourquoi ça tombe sur moi? En fait, si, j'ai dû me le dire, mais c'est pas trop dans mon tempérament de me révolter contre ce qui est. J'ai plutôt tendance à essayer de contourner la difficulté. C'est vrai que quand j'étais petite ou jeune adolescente et que j'allais dormir chez les copines ou dîner même, et que je me retrouvais à table avec un père qui était là, qui jouait son rôle de pater familias, avec une mère qui était là en bonne santé, et que le lendemain je rentrais chez moi et que mon père il n'était plus là, et que ma mère avait une perruque, un sein en moins, je me disais, mais est-ce qu'elles sont conscientes, mes amies, est-ce qu'ils sont conscients, mes amis, de la chance qu'ils ont l'air de prendre comme quelque chose de banal et de normal. Avoir ses parents quand on a 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est normal. En réalité, moi, j'avais conscience que c'était une grande chance. Et quand j'ai eu la chance d'avoir des enfants, c'était un but dans ma vie, j'ai toujours vécu ces jours quotidiens, cette vie quotidienne qui peut être pesante parfois, comme un miracle chaque jour renouvelé. J'ai toujours adoré
être avec eux, faire les devoirs. J'ai même pris des cours de maths quand mon fils était en 6e pour lui faire croire que j'étais bonne en maths. En réalité, je prenais 4 heures de cours de maths par semaine avec un pauvre étudiant qui devait me prendre pour une timbrée. C'est vous qui preniez les cours de maths? Oui, c'est moi qui prenais les cours de maths. Et après, j'expliquais à Simon, mais tu vois, Simon, c'est pas difficile. Bon, en 5e, j'ai lâché l'affaire parce que j'étais plus du tout au niveau. Le gars qui me donnait des cours m'a dit, vous devriez vraiment dire la vérité. Vous n'y arriverez pas, madame. Pas besoin de cours en français, en tout cas. Non, Je vous propose le deuxième mot, qui est en lien. C'est le mot transmission. Ah, transmission, oui. Ça, c'est un mot qui m'est cher. Encore une fois, on part toujours de cet événement dramatique, la mort de mon père. J'ai eu conscience assez vite, enfin, probablement quand elle a vraiment été très très malade et puis quand elle est morte elle-même, que je ne pourrais compter sans doute que sur moi pour parler de mon père, pour que mon père continue à être auréolé de la gloire qu'on lui connaît. Mais c'est comme on dit en bon français, c'est un full-time job, cette histoire de transmission. C'est-à-dire que je suis une des ayants droit d'une de ses œuvres les plus célèbres, Astérix. C'est vrai que Astérix aujourd'hui appartient à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde se reconnaît dans Astérix. Astérix est un mythe aujourd'hui. Mon père a créé un mythe au XXe siècle. Et il m'appartient à moi de veiller sur cette œuvre pour la partie qui m'incombe, c'est-à-dire pour ce qui est du texte. Et il m'appartient surtout de veiller à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec cette œuvre. C'est-à-dire quand il y a un film au cinéma, un dessin animé ou un film live, ou quand il y a un nouvel album, je suis très très vigilante pour que jamais l'esprit de mon père soit trahi. Alors après, ces œuvres secondaires, c'est-à-dire les adaptations ou les albums qui continuent la série, plaisent ou ne plaisent pas. Souvent, on me dit ça ne vaut pas le temps où votre père écrivait. Mais à ça, je réponds toujours la vie après mon père n'a rien à voir avec la vie avant sa mort. Donc, c'est différent. Il faut accepter cette différence. Et voilà, moi, je protège cette œuvre et je suis une espèce de furie quand tout d'un coup, il y a un mot ou une notion qui n'aurait pas lieu d'être dans cette œuvre. Dès qu'il y a un peu de vulgarité ou de sexe ou tout ça, je balaye. Enfin, voilà, je veux vraiment être fidèle. Transmettre, c'est pour moi être fidèle, évidemment. Et puis, sans doute, c'est aussi développer la notion de transgression fertile qu'on oppose à transgression stérile. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple un peu concret, quand Alain Chabat fait son Mission Cléopâtre, il y a des tas de choses qui sont dans Astérix et Cléopâtre, dans l'œuvre de mon père, et puis beaucoup, beaucoup de choses qui sont de la patte d'Alain Chabat. Et cette transgression est vraiment, vraiment fertile. C'est-à-dire qu'il a fait d'une œuvre une œuvre. En revanche, j'oppose à ça une notion de transgression stérile quand on s'approprie cette œuvre pour la transformer à son seul profit. Et là, je suis en général assez vindicative. Alain Chabat est le meilleur exemple d'une transmission parfaitement réussie. Je lui ai souvent d'ailleurs demandé s'il faisait tourner les tables et s'il avait recueilli les conseils de mon père pour écrire son Mission Cléopâtre. Yeah. Incroyable. D'ailleurs, on parle de transmission. La société éditrice de l'œuvre de votre père, créée par vous, c'est IMAV. Ima la mère et Ave le père. Oui, alors... C'est aussi une forme de... Oui, oui. Alors, dans cette maison d'édition, je ne publie pas évidemment Astérix, mais je publie quand même une de ses œuvres les plus célèbres qui est Le Petit Nicolas. Et c'est vrai que quand, avec mon mari, on a créé cette maison d'édition, il a fallu lui donner un nom. Alors, on a pensé les éditions René Goscinny, etc. Et je me suis dit, mais finalement, le plus bel hommage que je peux leur rendre à tous les deux, puisque Le Petit Nicolas était l'œuvre de mon père que ma mère préférait, c'est de glisser la façon dont moi je les appelais dans le nom de cette maison d'édition, effectivement. Et c'est devenu IMAV.
Imave, vous les portez en vous. Je les porte en moi et mes enfants, à leur façon aussi, les portent. Et puis mes enfants me supportent bien souvent. Donc nous voilà tous portés. Est-ce que votre mère, vous l'appeliez effectivement Ima et votre Non, père? non, ma mère, je l'appelais maman et mon père, je l'appelais papa. Mais j'avais envie d'associer les racines de mon père à cette maison d'édition qui publie son œuvre, qui publie Le Petit Nicolas et aussi Is No Good. Bien sûr. Alors, comme on parle des œuvres de votre père, est-ce qu'il y en a une qui a votre préférence? On parlait d'Astérix, peut-être celle-là. On n'a pas parlé de Lucky Luke aussi. Non, c'est-à-dire que me demander quelle œuvre de mon père a ma préférence, c'est me demander de choisir. Voilà. Et choisir, ça implique un jugement. Or, je suis absolument incapable de juger l'œuvre de mon père. Je peux vous dire qu'il y a certains de ces personnages dont, en vieillissant, je me sens plus proche. Par exemple, un exemple concret, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand je lisais Le Petit Nicolas, j'étais plutôt du côté des enfants. Et tout d'un coup, il y a eu un basculement et je me suis retrouvée du côté de la mère. Tout d'un coup, j'ai été cette mère toujours un peu débordée, comme la mère dans Lucrèce, un peu fatiguée, qui fait des tartes aux pommes pour essayer de rendre heureux tout le monde. Moi, je ne fais pas de tartes aux pommes. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, en changeant, j'ai plus d'affinité avec l'un ou l'autre personnage. Et c'est vrai que Lucky Luke, il a écrit quand même 42 albums de Lucky Luke, fait vraiment ma joie, quoi. Notamment un album que j'ai relu il n'y a pas longtemps, La guérison des Dalton, qui est vraiment un chef-d'œuvre dans lequel il y a un psychanalyste qui, pour faire une expérience, va essayer de sauver les Dalton en les faisant parler. Et à la fin, le psychanalyste devient lui-même un bandit, ce que je trouve génial. Voilà, mais je suis très admirative de toute l'œuvre de mon père. C'est aussi un peu l'histoire du Bureau des Solitudes, oui, votre roman. Je crois entre un avocat psychanalyste qui ne sait plus très bien non plus. Enfin. Oui, absolument. Mais je crois que, pour revenir un tout petit peu sur Le Petit Nicolas, je pense que, évidemment, j'adore Astérix, mais je crois qu'on n'a pas tous été Gaulois, on n'a pas tous été cow-boys, on n'a pas tous été personnages des Mille et une nuits, mais on a tous été enfants. Donc je pense que Le Petit Nicolas nous parle à tous. C'est une espèce d'enfance idéale et d'enfance éternelle, ce Petit Nicolas. Pour revenir effectivement sur la religion, un père pas très religieux, votre mère elle-même n'était pas juive? Ma mère n'était pas juive. En revanche, quand elle a épousé mon père, elle l'a épousé tout entier. Et quand mon père est mort, elle s'est dit, à tort ou à raison, mais c'est incontestable de toute façon, que la meilleure façon de lui rendre hommage était de m'inscrire moi dans l'histoire, dans la culture, dans l'identité de mon père. Filiation. Filiation, et je suis devenue cette moitié d'orange, puisque on est tous une moitié d'orange, pas reconnue par les uns, pas reconnue par les autres. Néanmoins, je me sens moi-même très juive. Mes enfants ont fait bar mitzvah, bat mitzvah, et voilà, ma mère n'était pas juive, mon père était juif. Et c'est une drôle d'image que je vous dis là et qui sans doute ferait hurler les pratiquants. Mais prenez une orange, coupez-la en deux, pressez le jus de chacune des moitiés et dites de quelle moitié est issu le jus. Bon courage. Voilà. Belle image. Un peu simpliste, et je pense mais que les images simples sont les plus fortes. Si des juifs pratiquants nous regardent, sans doute ils vivront très mal cette image très simple. Cependant, j'ai perdu mon père à 9 ans, et ma façon d'être encore plus près de lui, ça a été d'épouser son identité, ce que j'ai fait, avec beaucoup d'amour, et puis voilà, c'est moi aujourd'hui. On voit d'ailleurs l'étoile de David autour de votre cou. Qui ne me quitte jamais. Depuis de nombreuses années? Depuis une grosse quarantaine d'années. Je vous propose le 4e et dernier mot, oui, qui boucle la boucle d'une certaine façon, finitude.
Ah, quel mot affreux. Moi, je crois que... Oui et non. Finitude ou renaissance, ou à vous de me dire, Moi, j'ai justement. toujours du mal avec les mots dans lesquels il y a le mot fin. Fin, ça m'évoque les albums de mon père, puisqu'à la fin de chaque album, il y a écrit fin de l'épisode. Et j'aurais voulu que ce 5 novembre 77 soit juste un épisode et qu'il y en ait un autre, et que ce soit juste une mauvaise farce, un mauvais roman. J'ai vraiment du mal avec ce mot fin. Je crois que ça, c'est propre aux enfants qui ont été traumatisés très jeunes. On essaye tout le temps de se réinventer. Voilà, on se réinvente. Je vous parlais tout à l'heure d'imagerie enfantine ou de mythologie un peu facile, sans doute. Mais voilà, j'ai toujours eu besoin de me dire que ce qui était fini ici-bas ne faisait que commencer ailleurs. C'est ma façon de survivre, sans doute. Sous quelle forme? Sous plein de formes. Vous savez, je suis très attachée à Thérèse de Lisieux depuis très longtemps. Non pas pour des raisons religieuses, évidemment, mais pour sa personnalité. Et Thérèse de Lisieux a vécu un choc, un traumatisme atroce. Quand elle avait 4 ans et demi, elle a perdu sa mère. Mais elle avait 4 sœurs, dont une qui s'appelait Pauline. Et elle a fait sur Pauline ce qu'on appelle un transfert. C'est-à-dire que dès que sa mère est morte, quasiment peut-être la même semaine, en tout cas dans les semaines qui ont suivi, elle a déclaré que Pauline était sa maman. Et quand Pauline rentre au Carmel, Thérèse perd une deuxième fois sa mère. Et là, elle tombe très malade et elle n'a qu'une idée en tête, c'est rentrer au Carmel. Alors pourquoi veut-elle rentrer au Carmel? À mon avis, c'est pour retrouver Pauline qui, par la grâce du Carmel, je ne sais pas si on peut parler de hiérarchie, deviendra la mère supérieure au Carmel. Donc finalement, cette Thérèse qui a décrété que Pauline était sa nouvelle maman, va rentrer au Carmel et finira par appeler Pauline ma mère. Et là, je trouve que justement, on est dans quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on appelle aujourd'hui de la résilience, même si c'est un mot un peu galvaudé, magistralement mis à l'honneur par Cyrulnik, mais aujourd'hui c'est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces, et je trouve que Thérèse est vraiment le personnage qui devrait porter haut les couleurs de cette résilience. Et je trouve merveilleux son histoire. Merveilleux. Après, sur Sainte Thérèse, je ne me prononce pas et je ne me prononcerai jamais, mais sur la petite Thérèse qui perd sa maman à 4 ans et demi, là j'ai des choses à dire. Et vous aussi, Anne Goscinny, vous portez cette résilience. Vous Oui. êtes entrée en écriture pour suivre votre père? Pour suivre mon père, je ne sais pas. En revanche, quand j'ai compris, donc à la faveur de ce voyage en Israël, quand j'ai compris que pour entendre la voix de mon père, il faudrait désormais que je tourne les pages d'un livre, je me suis dit que c'était peut-être valable aussi dans l'autre sens. Et que je me suis dit que pour qu'il m'entende, lui aussi, là où il était désormais, il faudrait peut-être qu'il tourne lui aussi les pages d'un livre. Et donc je me suis dit tout simplement qu'avec la simplicité qu'ont parfois les enfants, eh bien moi je serai écrivain. Et j'ai tenu ma promesse faite à moi-même. Les pages se tournent et il y aura quand même un mot fin là, à la fin. Finitude. Oui, un mot fin. C'est vrai que là, j'ai 55 ans. Ce chiffre 55 a été une espèce de bascule dans ma vie. Et je me suis... je m'interroge un peu. C'est vrai que le corps vieillit, je vieillis, voilà. Organiquement, c'est plus tout à fait la même chose. Et je pense davantage à la mort, à la fin, c'est vrai. Mais je me dis que plus j'aurai accompli de choses
qui me rendront heureuse et rendront fiers ceux qui m'entourent, plus cette fin-là sera facile. Et en tout cas, ça c'est la petite fille qui s'exprime sans doute à l'instant, peut-être que cette fin me rapprochera de mes parents, qui m'ont tant manqué. Peut-être. Peut-être ou sûrement. Peut-être ou sûrement. Vous la redoutez surtout pour vos enfants, cette mort, comme vous le disiez tout Oui, à l'heure, oui. quand vous l'avez frôlée pour vos 51 ans. Oui, je la redoute pour mes enfants. Mais peut-être pas pour vous. Je dois C'est dire, un retour, effectivement, oui, je dois auprès dire que quand ça m'est arrivé à 51 ans, j'ai pas eu peur pour moi. Je me suis pas dit qu'est-ce qui m'attend, la lumière blanche, le couloir, enfin des cris, voilà. En revanche, c'est vrai que j'ai pensé avant tout à mes enfants, à mon mari aussi, bien sûr. Mais avant d'avoir mes enfants, avant d'avoir ces enfants-là, je ne pensais pas qu'on pouvait aimer autant. Et d'ailleurs, je trouve que le mot amour est tout à fait réducteur quand on parle de nos enfants. Est-ce qu'on aime son bras droit? Non, il fait partie de soi et c'est au-delà de l'amour. Enfin, bien sûr, je pourrais donner ma vie demain matin pour eux sans même réfléchir. C'est mes grands amours, Simon et Salomé. Merci pour cette déclaration. Anne Goscinny, je reviens vers vous pour la conclusion. Merci, à tout de suite. Merci Anne Goscinny pour ce partage. Quel destin, quelle résilience. Ouais. Merci de m'avoir reçue. Une survivante ou une vivante maintenant? Oh, une survivante depuis la mort de mon père. Je me vis comme une survivante, mais on ne peut pas se réveiller le matin en se disant je suis survivante. Je me dis que je suis super vivante. Ça, c'est récent. Ça date. Comme on parlait d'une évolution en début d'émission. Oui, ça date d'il y a 4 ans, Ouais. mais c'est vrai que quand ma mère est morte il y a donc 30 ans, je me suis réveillée un matin, quelques semaines après sa mort, en réalisant que je ne la verrai plus jamais. Et là, je pense que j'ai touché du doigt le désespoir. C'est-à-dire, j'avais 25 ans, mes parents sont enfants uniques, moi je suis fille unique, donc pas ou peu de famille. Tout d'un coup, cette prise de conscience, je ne l'entendrai plus, je ne l'embrasserai plus, je ne la verrai plus, a été abyssale. Je pense que j'ai touché vraiment du doigt l'essence du désespoir. Et après, je me suis dit, est-ce qu'elle aurait voulu que tu te laisses aller à ce désespoir-là? Non, bien sûr que non. Donc j'ai remonté la pente lentement, mais sûrement, jusqu'à avoir assez d'énergie pour donner naissance à ce Simon merveilleux et à cette Salomé magnifique. Donc, résiliente peut-être, survivante sûrement. Sûrement. C'est pas un divan sur lequel vous êtes assis, mais ce fauteuil, ça vous rappelle peut-être des fauteuils de psychanalystes ou pas? Parce que j'imagine, pour revenir de là où vous étiez, de cet abysse dont vous parlez, de cette grande solitude, de ce désespoir. Oui. J'ai vu... Il faut être aidé. Oui, j'ai été aidée et je le suis toujours. Après, ça fait très 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 longtemps que je vois la même personne, plusieurs fois par semaine. Là, c'est plutôt la découverte d'un monde intérieur qui nous permet d'être mieux au monde extérieur. Donc, c'est une démarche, si au départ elle est bien sûr thérapeutique, elle devient une démarche philosophique presque. C'est-à-dire qu'en étant mieux avec moi-même, je suis forcément mieux avec mes enfants, mieux avec les lecteurs de mon père, mieux avec mes lecteurs à moi. Donc c'est une démarche qui, moi, m'est nécessaire. Et encore une fois, qui est passée de thérapeutique sans doute à philosophique. Et qui dure depuis combien d'années? J'ai vu la première fois un psy quand j'avais 18 ans, j'en ai 55 et j'ai jamais arrêté. J'ai changé très peu. Et celui que je vois là, ça fait
ça fait un peu moins de 18 ans. Et ça reste une béquille, entre guillemets, c'est Non, essentiel, une personne que vous avez besoin de voir encore? Oui, je dirais que ça reste un repère, et dans repère, il faut écouter le mot, bien sûr. Et ça reste, non pas une béquille, parce que je ne crois pas être boiteuse, et je ne crois pas avoir besoin de béquille. Ça reste, cet homme est quelqu'un qui met... Qu'est-ce que j'allais dire, c'est un homme. C'est un homme, bien sûr, oui. C'est quelqu'un qui met aujourd'hui essentiel, et je pense que je pourrais arrêter de le voir quand je l'aurai tout entier incorporé. Ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est pas encore le cas, mais il faudra qu'un jour ce soit le cas, puisqu'il est un peu plus âgé que moi quand même. Donc, mais souvent il me dit, n'ayez pas peur de la fin de notre histoire, puisque toutes les séparations ne sont pas violentes. Donc il m'apprend la séparation, séance après séance. La séparation. Et vous croyez en l'éternité? Le Père est éternel? Je crois... Le Père éternel, c'est aussi l'un des titres de vos romans. Je crois en tout cas en une survivance de l'amour. Je ne sais pas si c'est une forme d'éternité peut-être. Merci beaucoup pour tous ces beaux mots. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Romance, aux éditions Grasset, et également, bien sûr, à découvrir avec joie la série Le Monde de Lucrèce. Ça, c'est plutôt de la littérature pour enfants. Oui. Merci beaucoup, Anne Goscinny. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Merci.